Merci Julie d'être là. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Julie, c'est toute une personne. Moi, j'ai connu Julie encore pendant la COVID. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant la COVID. Et c'est une collègue, Léa Lefebvre-Radély, qui a travaillé notamment lors de sa thèse avec des étudiants et des étudiantes autochtones et aussi avec Widia Larivière, qui est la directrice fondatrice de Mikana. Et je vous dirais, la première fois que j'ai rencontré Julie, je pense qu'on a eu une bonne rencontre presque de 2 heures. Une chance que j'avais planifié du temps parce que j'étais impressionnée par tout ce qu'elle a fait. Elle n'aime pas que je dise ça, elle n'aime pas qu'on dise, mais pour moi, Julie, c'est une pionnière. C'est une pionnière au niveau postsecondaire lorsqu'on parle de décolonisation des institutions. Et vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Ça fait plus de 20 ans. Tu sais, quand c'était pas à la mode, tout ça, bien, elle était là. Ça faisait 20 ans que, et puis là, je dis encore plus, parce que depuis la COVID, il y a quelques années, qu'elle travaille à la décolonisation, mais vraiment dans une manière transversale au sein de son organisation. Et ce qui est d'autant plus intéressant, et vous allez le voir dans les photos, l'importance que Julie, elle accorde au processus de collaboration étroite. Elle va pouvoir vous en parler, mais c'est vraiment très intéressant. Et je glisse déjà le mot, mais on va le répéter. Tantôt, j'ai évoqué le rassemblement pédagogique, tu pourras me corriger, Julie, autochtone. C'est magnifique. Le 21 et 22 mai prochain, mettez ça à l'agenda. Honnêtement, j'adore ces rassemblements-là. J'ai tellement appris, j'ai tellement vécu aussi des émotions. Puis Julie et son équipe, vous faites un travail incroyable, incroyable vraiment. Mettez-le à l'agenda. Et si vous pouvez vous déplacer, ça vaut le détour, vraiment. Tu sais, en ligne, je ne pense pas que vous vivez la même chose. Donc, Julie, ben, je vais te laisser la parole parce qu'on ne veut pas m'entendre. Est-ce que tu pourrais nous parler de toute cette démarche de décolonisation que tu as fait au sein de ton organisation depuis, comme je disais, plus de 20 ans? Comment ce changement-là, comment tu as abordé, comment tu as entamé ce processus de décolonisation? Puis comment, comme je disais, il y a plus de 20 ans, comment ça a été perçu? Bien, en fait, si tu permets, tu m'as présenté en disant ce que je faisais. J'aimerais ça me présenter autrement aussi. Je suis native de Drummondville. Je suis la fille de 2 enseignants. Je suis la fille d'une famille d'enseignants. Et c'est important pour moi parce que je pense que ça a teinté je sais pas, ça a teinté ma vie, les choix que j'ai faits aussi. Et je suis aussi la mère de 2 enfants, 2 grands-enfants, dont un fils de 20 ans, bientôt 21, qui est une personne trans. Et considérant la nature de l'événement, je tiens à dire que je suis très fière d'être la mère d'un fils trans. Très fière de son parcours, très fière aussi de là où il est rendu dans sa vie. Puis en m'en venant ce matin, je pensais à ça, puis je pense que c'est important de nommer ça en cette période, comment je pourrais dire, où on se rend compte qu'il y a encore pas mal de chemin à faire, puis qu'il ne faut pas baisser la garde, parce que ce que je vois me fait peur et me déplaît. Puis je pense que chaque fois qu'on peut nommer ça, c'est important. Donc, je voulais le dire comme ça. Je me suis pris quelques petites notes parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Elle ne vous le dit pas, mais si ça a duré 2 heures, c'est parce que je n'ai pas arrêté de parler. C'est pas nécessairement parce que Il y a d'autres conversations qui ont poursuivi. On a même fait un événement. Écoutez, les gens étaient, je parle de moi, mais les gens étaient figés, là, donc. OK, il faut baisser vos attentes tout de suite, s'il vous plaît. J'allais vous dire, vous savez, la décolonisation, c'est pas la performance, c'est pas l'ego. Donc, Bibiana, je te remercie d'arrêter de dire l'inverse de ce que je vais dire. Je suis contente d'avoir ce format-là, puis je suis contente qu'on voit les photos. Ce sont toutes des photos que j'ai prises, ça va préparer la réponse, des photos que j'ai prises dans les 15 dernières années. Donc, les plus anciennes ont 15 ans, les plus récentes datent de cet été, dans le séjour avec les étudiants. Puis, quand je regarde ces photos-là, je me rappelle très exactement de
où j'étais dans mon parcours personnel de décolonisation et d'autochtonisation. Je pourrais vous parler longuement de chacune d'entre elles. Puis c'est important pour moi parce que j'aimerais qu'on... Le but un peu de ce type, de ce format-là qui a été choisi, c'est de sortir aussi de nos têtes. Puis c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour moi. C'est peut-être parce que je vieillis. Moi, je suis contente de vieillir quand je dis ça en passant. Quand on vieillit, on n'est pas mort. Alors, je me dis, c'est ça, c'est un bon point. Donc, je me rends compte à quel point j'aborde les choses différemment maintenant. Puis c'est beaucoup grâce au contact avec les gens, mais avec le territoire aussi, les photos que vous allez voir. Quand ça a commencé, on ne parlait pas d'autochtonisation, on ne parlait pas de décolonisation, on parlait de, je ne dirais pas des mots, mais on utilisait d'autres mots que le mot autochtone, d'ailleurs, pour s'adresser aux personnes autochtones, aux gens des premiers peuples. Mais en fait, quand j'avais envie de te répondre que je ne sais pas comment c'est arrivé, vraiment, parce que je n'avais pas d'objectif en commençant. J'ai été invitée, j'étais régulièrement invitée, et on est souvent invité, mais on ne répond pas toujours aux invitations, parce qu'on a des attentes, parce qu'on pense que ça devrait se dérouler de telle façon. J'y reviendrai tantôt. Mais les premières fois où on m'a invité à recevoir une personne autochtone ou qu'on m'a invité à me déplacer moi-même, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça a commencé par Rencontre autochtone, qui est le projet de séjour à Annecy, qui a 15 ans. Donc, depuis 15 ans, chaque année, je me rends avec des étudiants de sciences humaines, mais pas que, mais surtout de sciences humaines, en territoire. Puis quand je dis en territoire, il y a le territoire de réserve, mais il y a aussi le territoire familial. Donc, plus le séjour avançait, plus on était invité loin dans la relation, je veux dire. C'est quelque chose qui se mérite. Donc, quand j'ai commencé, je ne me suis pas dit, je m'en vais dans une démarche de décolonisation. Je ne savais même pas c'était quoi. Je ne savais même pas que j'étais un colon, puis que mes comportements étaient colons. Puis ça aussi, je vais en reparler tantôt, parce que si on parle de décolonisation, il faut savoir ce qui est colonial dans nos systèmes. Et il y a beaucoup de choses, j'allais dire la totalité de ce qu'on est. C'est là où ça accroche souvent, où voilà. J'ai pas répondu vraiment à la question, mais j'avais pas d'objectif. Ça s'est développé avec des gens comme vous voyez, Madeleine, Joanne, avec des gens de la nation Atikamekw, particulièrement de la communauté de Bidjouane. Ça s'est fait tellement graduellement et tellement, on parlait tantôt de co-construction, c'est toi qui nommais ce mot-là. La co-construction, c'est ça. On ne sait pas où on s'en va, on suit le flot, on s'adapte, on accepte de revenir en arrière, on accepte de mettre nos attentes de côté, puis on sort de l'image, comment je pourrais dire, bon, j'arrête là, mais j'y reviendrai. Mais une chose que tu n'as pas mentionnée, puis dans la première rencontre que j'ai faite à Julie, parce que Julie, avant tout, puis elle est très fière, elle est une enseignante en anthropologie. Tu parles du terrain que tu fais avec tes étudiants et tes étudiantes, mais il y a quelque chose que tu m'as évoqué, le vécu de ces étudiants et étudiantes, quand tu les as eus en début de ton cours, puis suite à leur expérience terrain, comment tu vois ça? Oui, en fait, c'est beaucoup eux qui m'ont appris, qui m'ont montré ça pouvait ressembler à quoi la décolonisation. On parle d'étudiants de 17 ans, 18 ans, 19 ans. Beaucoup sont jamais sortis de Montréal. La blague qu'on fait, c'est que tout dépendant du territoire où on se rend, parfois on monte vers Mont-Laurier, puis à partir de Mont-Laurier, il y en a qui sont déjà complètement perdus, puis qui sont émerveillés sur l'autoroute 15, puis même avant Mont-Laurier. Des fois, c'est juste Saint-Jérôme. C'est des étudiants antiques qui sont des étudiants de 3e et de 4e tour, et je suis fière de le dire. Ce sont des étudiants extraordinaires, atypiques. Puis j'aime pas dire atypiques parce que je me dis toujours atypique par rapport à quoi, mais ce sont des étudiants extrêmement riches de parcours, de vécu. Moi, je suis minoritaire dans ma classe. Mes étudiants, 80-90% de mes étudiants sont des étudiants issus de parcours migratoires plus ou moins récents. Donc, et moi, je leur enseigne c'est quoi le racisme. Donc, je leur enseigne théoriquement. Eux, ils me montrent ce que c'est pour vrai. Et quand on est allé, quand on est sorti, quand on sort les premières fois, ils ont peur parce qu'ils n'ont pas le droit à leur cellulaire, il n'y a pas de réseau d'électricité, il n'y a pas de toilette. Ça les inquiète vraiment beaucoup. Puis je me dis, ça va être le dernier de vos soucis rendus là, parce que l'inconfort, vous allez le sentir autrement. On passe très vite par-dessus le sevrage du cellulaire, puis on s'habitue très vite à la chaudière ou à ce qu'on appelle affectueusement la bécosse. Mais on s'habitue moins vite à l'inconfort que provoque le constat de ses propres réflexes coloniaux.
Et les jeunes sont extraordinaires pour ça, beaucoup plus que les adultes, parce qu'ils ont cette espèce de souplesse-là de comprendre. J'ai eu cette chance-là. La décolonisation, je pense que je l'ai observée avant d'être capable de la nommer. Et la transformation, c'est une transformation beaucoup dans le relationnel à l'autre et à soi. Et ça a des impacts qui sont majeurs dans leur vie. Beaucoup me disent qu'il y a un avant, un après rencontre autochtone. Pour eux, ça a touché à peu près 170 étudiants jusqu'à maintenant. C'est des tout petits groupes à chaque fois. Des fois, on a eu 2 séjours par année. Et je n'y vais pas qu'avec mes étudiants. Je me rends régulièrement en territoire, en toute saison, plusieurs fois par année depuis 15 ans. Merci, Julie. Puis, bon, là, on est en 2023. Est-ce que tu parles beaucoup d'une démarche réflexive, notamment à ce qui est en lien avec l'autochtonisation? Est-ce que tu peux nous parler de cette démarche-là? J'imagine qu'il y a, comme tu dis, beaucoup d'inconfort, des enjeux, des bons coups, si on peut dire. Mais est-ce que tu peux nous en parler? Puis, bon, comme on dit, puis tu l'es très critique, puis tout ça, on a des objectifs. C'est quoi les objectifs du futur? Tu sais, je suis vraiment dans une approche coloniale. Ah, tu me poses la question? Non, mais c'est ça. Non, parle-moi de ton parcours. J'aime pas ça, les objectifs. Non, je sais. Ben, j'aime ça, c'est pas vrai. J'aime ça, les objectifs, mais je vais revenir un peu à ce que j'ai dit tantôt, peut-être, pour expliquer un petit peu plus ce que je veux dire par là. Effectivement, je suis très critique des actions qu'on pose. Comment je pourrais dire ça? Laissez-moi y penser. Je sors d'une COVID qui a affecté mon cerveau, qui a enlevé la partie inhibition. Alors, je vais juste réfléchir. Je représente quand même mon institution. En fait, il y a quelque chose dans la vision coloniale des systèmes. Quand on parle de décolonisation, il faut qu'on parle des séquelles coloniales. Il faut qu'on nomme ça. C'est articulé au racisme systémique, c'est articulé à la suprématie blanche, c'est articulé à ça. Nous œuvrons dans un système d'éducation qui est raciste. Et ça me fait plaisir de le nommer, ça ne me fait pas plaisir que ça existe. Moi, je le vois comme ça. Puis c'est une personne blanche qui vous parle, donc je vous en parle de façon extérieure. Ce que je trouve qui est caractéristique de la dimension coloniale de nos institutions, il y a plusieurs choses. Puis quand on se préparait, j'ai noté certaines choses. On est beaucoup, tu sais, la colonisation, c'est beaucoup l'occupation, c'est l'occupation d'un territoire. Ce territoire-là, il peut être physique, mais il peut être pédagogique, il peut être relationnel. C'est la saturation d'un territoire. J'occupe le territoire, j'impose mes idées. On voit beaucoup ça. C'est un prof qui vous parle. Un prof, ça impose ses idées. Un prof, on l'a vu dans la présentation précédente, comment on doit s'adapter aux besoins, puis on doit changer des choses. Donc, il y a cette dimension-là qui me dérange. Il y a la linéarité et la vitesse d'action aussi qui me dérange, accompagnée d'une surimportance ou d'une survalorisation de la culture du résultat. On veut des résultats, on veut des retombées mesurables, quantifiables, à court terme, enlignés dans un tableau. C'est pour ça que vous voyez mon affection pour les tableaux, la linéarité, les résultats. Des résultats, il y en a. Il y en a de ces démarches-là. Je suis convaincue que vous êtes capable d'en témoigner. Peut-être que on n'est pas capable des fois de les écrire dans les mots qu'on attend de nous, mais ils sont là. Et tout le système est fait comme ça. Vous faites une demande de subvention, vous faites une demande dans vos institutions, tout doit rentrer là-dedans. Donc, tu sais, tantôt dans la présentation, il y a quelque chose qui m'a accroché positivement. On disait, il faut être capable de reconnaître quand on a quelque chose qui n'est pas inclusif, ou je ne me rappelle plus de la formulation, là, je m'en excuse, mais quand on œuvre dans un système où le racisme et la discrimination, l'anti-EDI, dans le fond, est invisible, c'est difficile de reconnaître ça. C'est difficile pour moi de savoir ce que je fais de anti-EDI dans ma classe, par exemple. C'est très, très difficile de faire ça. Donc, il y a aussi cette dimension-là. L'autre chose qui me dérange aussi, c'est la notion extractivisme. Et c'est une des choses sur laquelle je fais travailler mes étudiants par des préparations, parce que le séjour est préparé. Puis c'est beaucoup là que je l'ai vu aussi. Les étudiants, le défi que j'ai, c'est non pas de lutter contre des stéréotypes ou des préjugés négatifs sur les premiers peuples, c'est l'inverse. C'est de lutter contre des stéréotypes et préjugés romantico-positifs, ultra romantico-positifs. Et
là, la formule n'est pas de moi, ça vient du sociologue Jean-Jacques Simard. Vous savez, l'Autochtone, gardien de la nature, qui se promène avec une odeur de sauge qui lui colle à la peau, les tresses et tout ça. Il pense voir ça. Il pense voir les personnes autochtones qu'ils imaginent et qu'ils idéalisent. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, ces personnes-là, mais c'est une vision qui est très coloniale de l'autre aussi. On n'est pas dans Pocahontas, c'est dans le dessin animé de Disney. Ce n'est pas nécessairement ces personnes-là que vous allez rencontrer, mais vous allez rencontrer de l'authenticité. Et on a la chance d'être accueillis chaque année et de pouvoir revenir. Moi, je leur dis toujours, si on est réinvité, on y va. Puis là, je suis un peu prise là-dedans parce que, comme je vous disais, je vieillis, puis à un moment donné, il va falloir que ça arrête. C'est ça. Donc, ça aussi, ça me dérange, la notion extractiviste. Je veux aller assister je veux participer à un sweat lodge. J'aimerais ça manger de la nourriture traditionnelle. J'aimerais ça que les gens nous parlent de leur sagesse ancestrale. J'aimerais ça. Donc, on est dans l'extraction de quelque chose. Puis moi, je leur dis tout le temps, je m'excuse à l'avance, on coupe le bois, on prend le minerai, on a pris les enfants, et là, vous voulez en plus de ça prendre quoi? Vous allez là pour quelque chose? Excusez-moi l'anglicisme, on va dire le « what's in there for me ». Là. Moi, cette culture-là, on casse ça en commençant. Je vous dirais même que je fais mon recrutement et ma sélection sur cette base-là. Parce que c'est inconscient, c'est des jeunes, puis même les moins jeunes, on ne s'en rend pas compte. On a des attentes. On va aller chercher quelque chose. Et quand on parle de la relation avec les premiers peuples, c'est bien dangereux d'aller chercher encore quelque chose. Merci. Vous voyez pourquoi Julie est passionnante. Hein? Ou fatigante, ça dépend. Julie, elle enseigne un nouveau cours, je dirais. Ça fait combien d'années? 1, 2 ans? Ça fait très exactement, c'est la première session. Ah, OK. Elle enseigne un nouveau cours un cours d'anthropologie aux futurs policiers et policières. Tu pourras expliquer c'est quel profil de tes étudiants et étudiantes. Mais c'est quoi l'objectif derrière ce cours-là? Et avec toutes les expériences que tu as vécues en tant qu'enseignante, comment tout ce que tu évoques est imprégné dans ton enseignement? Je ne m'en rendais pas compte avant de commencer, mais là, je m'en rends compte avant de commencer la session, parce que c'est un niveau de difficulté jamais vu pour moi. J'avais peur en commençant de ne pas les aimer, pour vrai, parce que je me suis rendu compte de mes propres biais. Quand on parle de réflexivité, ça s'applique à tout le monde, là. Quand on parle de terrain aussi, pour moi, ma classe est un terrain extraordinaire, puis les étudiants en sciences humaines aussi, évidemment, mais là, en technique policière, c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer. J'aurais aimé que vous entendiez nos discussions de jeudi dernier sur leur position par rapport aux cibles en matière d'équité, ce qu'ils appellent la discrimination positive. Ça ne passe pas, mais pas pantoute en technique policière ou, et là j'ouvre les guillemets avec un sourire, maintenant quand tu es blanc en technique policière, tu n'es pas sélectionné. Et moi de regarder la classe au complet et de dire « Ah bon? » Il y a 2 personnes. Donc, toutes ces mesures-là, c'était fascinant. Mais, tu disais comment ça teintait ma classe. En fait, c'est que je me rendais compte, il faut que j'aie des arguments pour leur répondre. Ce sont des étudiants exceptionnels, pour vrai. C'est le DEC intensif. Il y a des gens là-dedans qui sont déjà paramédics, qui sont sexologues, qui sont intervenants, qui sont répartiteurs d'ambulances, et il y en a d'autres aussi qui ont été en sciences humaines, qui ont été refusés et que là, ils sont contents d'être policiers. On a des échanges hallucinants parce qu'on parle des vraies choses. On parle de racisme systémique, on parle de privilèges blancs, on parle de profilage, on parle de cibles en matière d'équité. Et à chaque fois que j'enseigne, puis je vous donnerai un exemple de travail que je leur fais faire, mais à chaque fois que j'enseigne, je suis devant ma classe, puis ma collègue est dans ma classe aussi, en passant, parce qu'on va être appelé à donner plusieurs groupes dans 1 an. Donc, j'enseigne aussi devant ma collègue. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, j'aime penser que j'ai de l'humilité, et non, j'en ai pas du tout, parce que c'est quelque chose, enseigner devant sa collègue chaque semaine. Puis des fois, elle fait... Puis je me dis, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a? Bon, finalement, on s'aime beaucoup, là, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, mais
mais elle me corrige aussi. Et des fois, elle prend la parole pour dire, pas tout à fait l'inverse de moi, mais un peu. Donc, mais c'est correct aussi, ça fait partie de ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand je suis en train d'enseigner, je me dis, ça va déraper, je vais perdre le contrôle, c'est trop sensible. Parce que vous connaissez le concept de fragilité blanche? Ben, moi, je le connaissais théoriquement. Mais là, je le vois dans ma face et je me dis, oh mon Dieu, puis moi-même, je suis blanche et fragile aussi, probablement, sur d'autres points. Puis en même temps, c'est des jeunes, puis en même temps, ils sont pleins de bonne volonté. Je les vois changer en direct, ils me le disent, on a une conversation très ouverte là-dessus, mais c'est extrêmement difficile et confrontant. Je sors de là un peu épuisée en me disant, j'ai raté mon coup, puis finalement, je pense pas. Puis je veux juste vous partager un peu ce que je leur fais faire, parce qu'on parlait tantôt dans la première présentation d'adapter ou de penser les choses, de penser nos évaluations un peu autrement. J'ai décidé que je leur faisais faire un carnet auto-ethnographique. Ils ont le choix entre... il y a 3 remises différentes. Je vais vous donner des exemples de questions que je leur pose. Ils ont le choix entre une remise écrite, une remise vidéo ou une remise audio. J'ai la même grille de correction pour les 3. Parce que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais me taper. Non, c'est pas vrai. Non, mais parce que je voulais, par rapport à l'équité, tu sais, les gens vont dire, oui, mais là, l'écrit, c'est moins équitable, c'est plus équitable. Non, non, non. C'est le propos. On est là pour atteindre une compétence. On n'est pas là. Tu sais, moi, j'essaie de sortir le plus possible du quantitatif, puis même la session prochaine, de sortir de la possibilité même que mon cours, qu'on puisse échouer mon cours. Bon, j'en ai pas encore parlé à... En tout cas, mais ça va se faire quand même parce que autonomie professionnelle, hein? Pour une fois qu'on peut l'utiliser à bon escient, on va le faire. Donc, c'est possible de faire une seule grille de correction pour 3 types de remises. Si vous êtes en éducation, je ne vous apprends rien. Mais, et il y a à peu près le tiers de la classe, puis j'ai fait une observation intéressante, le tiers de la classe qui me remettent vidéo, et les seules personnes qui me remettent la remise vidéo, c'est des gars. Je me dis, OK. Puis des gars qui ils se stage là. Ils me parlent, vous comprenez? Ça me fait rire parce que je me dis, les femmes, les jeunes femmes ne remettent pas de vidéo, ils le remettent à l'audio ou à l'écrit. Tout ça pour vous dire que je travaille avec notre portail auto-éducatif, là, que vous connaissez peut-être, le portail EDI, je ne sais pas si... qui est un portail où il y a 159 capsules, donc ça peut être difficile de savoir comment les utiliser. Et moi, ce que j'ai fait, là, je me suis imprimé mes consignes parce que j'ai peur d'oublier. J'ai sélectionné, à chaque fois, il y a plusieurs capsules qu'ils doivent écouter, et semaine après semaine, ils doivent répondre à des questions du genre. La première, c'est vraiment, « T'es quoi, toi? » Puis ils me répondent, « Ben moi, je suis blanc, on est tous pareils. » Non, 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 t'es quoi? C'est comment tu te définis, Québécois, Canadien, et qu'est-ce que ça veut dire être ça? Juste ça, là, ça les fige. Ouais, mais... Parce que c'est toujours l'autre qui doit se définir, hein? Je dis, non, non, c'est vous. C'est la réflexivité, c'est ça. Et juste une petite parenthèse sur la réflexivité. Quand on parle de terrain, le terrain le plus proche, c'est le terrain intérieur. Tu sais, quand on dit, il faut sensibiliser les autres, il faut parler, oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Comment tu te remets en question? Ça part de soi. Ce n'est pas un terrain accessible. Des fois, c'est plus facile d'aller virer au Béjouane que de descendre à l'intérieur de moi, mais c'est que ça l'est quand même. Donc, je leur demande ça. Je leur demande d'identifier d'autres dimensions aussi identitaires, parce que nos identités étant multiples. Je leur demande de prendre quelle place prend l'identité de futur policier, future policière dans votre vie, puis pourquoi. C'est plate que je ne puisse pas faire écouter ces capsules-là à personne parce que c'est un lien de confiance qu'on a, mais c'est la première fois de ma vie, en 27 ans d'enseignement, que j'ai hâte de corriger. Pour vrai. On a comme une relation dans un OneDrive, tu sais, asynchrone. Mais ça change tout en plus. Et là, plus récemment, je leur ai demandé de se positionner par rapport notamment aux cibles pour atteindre l'équité, d'identifier des groupes avec lesquels ils ont de la difficulté ou avec lesquels ils ont déjà eu de la difficulté parce que, Et il y a une étudiante qui me disait la dernière fois, êtes-vous consciente, madame, à quel point on vous fait confiance pour vous livrer ça, puis qu'après ça, évidemment, c'est détruit, puis tout ça. Mais c'est ça, la réflexivité, et ça change notre relation de classe. C'est comme si on se parlait
Ah, puis j'ai oublié de vous dire que ma rétroaction n'est que vocale. C'est-à-dire, j'ai une grille de correction, j'ai des grilles. Ça, c'est des genres de choses que je pourrais volontiers partager, là. Bon, tant qu'à être une privilégiée, autant partager. Donc, je parle d'être un prof, là, je veux dire, permanent et, comme je le dis souvent, incongédiable. Je dis ça à mes étudiants en technique policière, ça les a fait réagir. Ils m'ont dit « Ah oui, madame, si on fait des plaintes. » Ben, je dis « Ah oui, faites-en. » C'est pas vrai, j'ai pas dit ça, là, on rigolait, mais je leur fais une rétroaction vocale entre 5 et 7 minutes à peu près. Donc, avec mon iPad, j'explique mes commentaires et ça les... Ils aiment assez ça, là. J'en reviens pas. Je ne l'ai jamais fait pour sciences humaines. Je m'en veux un peu. On dirait que là, je change un peu mes techniques pour TP, mais je vais le faire à compter de la session prochaine. Super intéressant. Je prends des notes parce que puis je pense que j'ai quelques étudiantes ici qui sont dans mon cours Expérience en milieu ciblé à la maîtrise en EDI. Un cours aussi qui est inspiré de ton cours. Je t'ai un petit peu copié. Mais là, tu sais, là, les évaluations là, verbales, là, je pense que je vais inclure ça l'année prochaine. Mais juste pour vous dire, bon, c'est pas exactement le même cours que Julie. Puis peut-être il y a des étudiantes et des étudiants qui peuvent relater. Quand on leur fait cheminer, les étudiantes doivent aller dans un organisme qui travaille avec des communautés marginalisées. Vous devriez voir au début comment ils sont stressés. Stressés parce que c'est la performance. A, B, C, D. Bien, madame, est-ce que je dois faire ci? Bien, il ne m'appelle pas madame. Ça s'en vient. Un jour, ça arrive. Oui, oui. Mais tu sais, c'est difficile de les faire décrocher. Hey, vis l'expérience. Ah, mais j'ai pas pu faire mes heures. Ah, il y a eu un changement d'heure. Bien, ça change. Ça change. Puis, c'est la vie, puis on va s'adapter. Donc, moi, honnêtement, puis on parle beaucoup de positionnalité, mais je pense, comme tu dis, ça peut être très, très à la surface, mais j'aime bien qu'est-ce que tu dis aussi. Comment y aller plus profondément. Donc, oui, Julie, si tu peux nous partager du matériel, on ne dit pas non, mais même moi, je me suis beaucoup inspirée de qu'est-ce que Julie a pu me communiquer. La question qui tue. On parle beaucoup d'EDI, hein? Comme je disais au début, puis pour les personnes qui me connaissent bien, je suis très critique de l'EDI. Les gens pensent que « Wow, c'est beau l'EDI », mais c'est devenu un branding. C'est devenu vide. Qu'est-ce que ça veut dire, EDI? Ah, ça a l'air beau, dans des plans d'action, nos universités sont mobilisées, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, puis c'est ça qu'on veut aussi communiquer aujourd'hui, puis la semaine prochaine. Demain aussi, on va avoir la commission des droits de la personne et de la jeunesse qui va être ici, puis vous pourrez comprendre aussi l'EDI. Mais je pense que, personnellement, qu'est-ce que j'ai appris dernièrement, EDI et autochtonisation. Est-ce que ça va ensemble? Est-ce qu'il y a des liens, des différences? Comment tu vois ça, Julie? Puis comme tu dis, personne ne va te virer. Hein? Tu peux dire qu'est-ce que tu penses. T'sais, moi aussi, je critique. Tu peux être critique. Sens-toi à l'aise. On est dans un espace sécuritaire. Bien, ça, c'est des mots qu'on a inventés pour parler. C'est des mots qu'on a inventés pour se comprendre. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants. Je pense que les mots sont très importants. Mais moi, j'aime bien me positionner par rapport à ce que le mot me fait ou ce qu'il évoque. Je pense que les mots devraient être des véhicules, des outils ou des occasions d'apprentissage ou pédagogique en lien avec notre façon de les voir ou de les traiter. Par exemple, nous, en TIC, l'EDI est séparé de l'autochtonisation, au sens où, je dis séparé, puis je devrais mettre des guillemets, parce qu'il y a des enjeux transversaux, il y a des zones de transversalité puis de transférabilité qui sont évidentes. Il n'y en a pas seulement, d'ailleurs, avec EDI. On a un projet actuellement de séjour immersif avec mes collègues qui travaillent en santé mentale étudiante, avec mon collègue qui travaille en écologisation aussi. Donc, tu sais, on dit EDI, autochtonisation, mais il y a plus que ça. On essaye des affaires. On essaie en se basant sur la notion de territoire, j'ouvre juste une petite parenthèse pour ça, de réfléchir justement à ce qui est transférable commun tout en préservant les particularités de chacun. Autochtonisation est séparée, je vous dirais, par le simple fait qu'on est en Amérique du Nord.
et qu'on est sur un territoire. Moi, je suis sur un, tu parlais de reconnaissance territoriale, je suis sur un territoire non cédé, je suis sur un territoire qui est le mien, mais qui n'est pas le mien en même temps. Puis, je te dirais que nous, on y va beaucoup sous l'angle de la décolonisation. Décolonisation qui pourrait être un terme parapluie. Moi, quand j'essaie d'expliquer la différence que je vois entre la décolonisation et l'autochtonisation, par exemple, c'est l'analogie du champ. Pour moi, préparer un terrain, c'est décoloniser. Décoloniser, pour moi, ne va pas vouloir dire la même chose que pour ma collègue Jessica, qui est guadeloupéenne, ou pour mon collègue Gilbert, qui est autochtone, qui est Atikamekw, Nez-Roizou. J'ai pas... comment je pourrais dire? Ma job, moi, c'est de préparer le terrain, c'est de préparer le champ, c'est d'enlever les grosses roches, c'est de labourer la terre, c'est de faire la job qui donne, en apparence, pas de résultat. Ce qui est la partie la plus difficile parce que nos systèmes ne souhaitent pas changer tant que ça. Hein. C'est ça. C'est conservateur, les systèmes, y compris le système d'éducation. Et l'autochtonisation, c'est de laisser la place pour que des personnes autochtones puissent y semer, y planter ce qu'elles veulent, où elles veulent, quand elles veulent, au rythme où elles veulent. Donc, c'est sûr que les deux se font simultanément malgré tout, mais quand même, c'est un peu l'image que j'ai. Puis, par rapport à EDI, puis décolonisation, pour moi, l'EDI peut devenir vivant et manifeste grâce à la décolonisation. Je ne peux pas imaginer une conception de l'EDI à part la décolonisation. Je sais que c'est un mot qui ne plaît pas toujours, parce que ça veut dire, s'il faut se décoloniser, c'est qu'on est colon. Mais moi, je suis convaincue qu'on est colon. Puis colon, en français, je suis sûre que ça vous fait réagir, peut-être. C'est plus beau settler en anglais. Hein? Settler, c'est moins... mais colon, c'est ça. Un colon, c'est quelqu'un qui prend un territoire. Puis ma crainte, par rapport à ce que je vois parfois, c'est qu'on continue de décoloniser comme des colons, qu'on décolonise en colons, en continuant d'être dans une culture de résultats, de l'extractivisme aussi, la vitesse, la compétition, il faut aller vite, il faut aller vite. Moi, je ne suis pas pressée. Moi, je vais continuer jusqu'à temps que ma carrière soit terminée, et même au-delà, pas dans l'au-delà, mais peut-être, qui sait, je peux pas, je sais pas, mais je veux dire, au-delà de mon travail, je veux dire. Et donc, pour moi, la décolonisation, sans la dimension décoloniale, le DI risque de rester un peu en surface. Puis décoloniser, ça veut dire changer des choses. Et changer des choses, ça veut dire que c'est quotidien, c'est parfois invisible, c'est décourageant, ça prend des bons collègues, ça prend des... et c'est une job qui n'est jamais finie, comme je le disais dans la vidéo dont on a parlé, qui sera présentée après, je pense. Oui, on va avoir une petite vidéo qui va être présentée. Un peu pour terminer, parce que le temps roule, comme je vous ai dit tantôt, Julie et son équipe travaillent, font des rassemblements pédagogiques autochtones, puis tu pourras dire le vrai nom que vous employez. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? Puis, bon, comme je vous ai dit, le 21-22 mai, c'est le 4e rassemblement pédagogique. Mais pourquoi avoir créé ce rassemblement? C'est quoi l'objectif derrière tout ça? Parce que généralement, c'est 2 journées. Deux journées, oui. Je te laisse. Bien, en fait, c'est venu d'une idée. Nous autres, on sait que des fois, nos idées viennent d'une conversation qui n'a pas rapport pantoute, puis que, oups, tout d'un coup, on se retrouve un peu engagé. Et c'est ça qui est arrivé, c'est que le rassemblement pédagogique, moi, le mot rassemblement, il est bien important. C'était l'idée de rassembler des gens pour venir écouter des personnes autochtones, que des personnes autochtones. C'est important. C'est pas un colloque, on ne l'a pas appelé colloque, parce qu'il y en existe plein d'extraordinaires colloques et événements, dont ceux que vous organisez, mais d'autres aussi. C'est déjà là. Nous, on voulait, je reviens à la notion de terrain, on voulait aller sur le terrain, c'est réduire les distances. Et on se disait, ça serait le fun de pouvoir inviter des gens qui viennent de communautés plus éloignées parfois, qu'on invite moins spontanément parce qu'ils ne sont pas à Montréal, parce qu'on n'a pas le budget, parce qu'on n'a pas... Nous, on a eu la grande chance, privilège d'avoir une
une administration dans notre collège qui soutient, et pas juste par des mots, qui soutient au départ. Là, maintenant, ça roule un peu plus franchement, mais au départ, là, il y a eu de l'investissement du Collège antique là-dedans. Ça ne s'est pas fait comme ça. Et l'idée, c'était de dire, on veut que les personnes autochtones qui viennent parler au rassemblement parlent de ce qu'elles souhaitent, comme elles le souhaitent. Il y a pas la programmation se fait avec les gens avec qui on parle. On n'a pas, tu sais, des fois, on essaie d'avoir des thèmes parce que ça prend des thèmes, mais moi, j'aime bien ça, là, les parties thématiques puis tout ça. Là. Donc, j'essaie de me dire, le thème, c'est la rencontre avec l'autre le plus proche possible. Tu sais, tu parlais d'émotion, bien, c'est un petit peu ça aussi. C'est pas voulu, mais ça génère ça chez les autres parce que les gens viennent parler d'eux. Il y a une espèce d'authenticité qui est très émouvante. Pour moi, en tout cas, là, je me dis, oh my God. Donc, c'est une grosse organisation sur le plan logistique, mais dans les faits, on veut que ça soit le plus simple possible et collé sur, et qu'on vienne entendre les voix des personnes autochtones comme elles le souhaitent. Donc, et vraiment, là, mettez ça à l'agenda. Puis, très brièvement, Julie, est-ce que tu pourrais nous parler, bon, il n'y a pas de nom officiel, Julie va vous l'expliquer, mais de ce centre d'autochtonisation et de décolonisation des institutions. C'est quoi exactement que fait ou que va faire ce centre-là? Bien, on est en train de le construire. On a eu la joie là, d'obtenir une subvention du fédéral. On veut que ça se fasse. On voulait pouvoir pérenniser les liens qu'on a avec nos, je ne vais même pas dire collaborateurs, mais avec nos amis des Premiers Peuples. Je parlais de la Nation Atikamekw, mais il y en a d'autres aussi, avec nos étudiants des Premières Nations aussi, des Premiers Peuples. On travaille avec 3 de ces étudiants-là pour la co-construction du centre. Il y a comme 2 volets, ce centre-là, mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas vraiment de nom. Puis j'ai peur que si je dis un nom, ça colle, puis qu'on ne soit plus capable de s'en débarrasser après. On n'est pas pressé, on développe ça sur 5 ans. Et il y a un volet qui est à la fois un volet recherche. Par exemple, la session prochaine, il y a un enseignant de philosophie qui est libéré d'un cours pour travailler avec 2 aînés de la nation Anishinaabe et Atikamekw sur la philosophie du cercle, sur la remise en question de la rationalité dans les cours de philo. Bon, grosse job, là. Ça, c'est juste une session et puis j'ai dit, donne-moi des résultats parce que sinon, tu n'as plus de dégrèvement, c'est pas vrai. C'est un prof qui travaille depuis longtemps. J'ai une collègue aussi qui travaille dans les cours de communication technique de la santé. Donc, nous, on a beaucoup de techniques de la santé. On les a toutes sauf soins. Donc, elle va travailler avec des patients, pas avec des patients autochtones, mais avec des gens, des personnes autochtones qui ont eu des expériences dans le milieu hospitalier, notamment avec les technologues. Et on a aussi le volet transfert d'expertise. Je vous disais, on a beaucoup de monde qui nous contacte pour avoir des accompagnements plus personnalisés. Et à ce moment-là, on fait des liens avec notre service de l'EDI aussi. C'est pas clair encore parce que ça ne l'est pas, puis ça ne le sera pas avant que ça va se décliner en plusieurs morceaux. Il n'y aura pas de lancement officiel. Là, je dis ça, je ne devrais pas dire ça, mais non, je ne veux pas qu'il y en ait un, en fait, c'est ça. Mais on veut juste que on continue ce qu'on fait déjà, dans le fond, avec un petit peu plus de personnes qui peuvent être impliquées, notamment via des dégrèvements pour les enseignants. Très bien. Puis, dernier petit truc, parce que ça, c'est quelque chose qui va suivre et on pourra vous en parler ultérieurement ou communiquer avec vous. Le fameux guide pédagogique pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Peux-tu juste nous glisser un mot sur ça? Sur la bande dessinée? Oui. Oui. C'est la bande dessinée de ma collègue et amie Emmanuelle Dufour qui a été co-construite. Vous connaissez, là, c'est le Québec est né dans mon pays. Si vous ne connaissez pas ça, allez vous procurer une copie. On a mis ensemble un genre de collage de propositions pédagogiques de plusieurs personnes secondaires, collégiales, universitaires. Et ce guide-là est disponible gratuitement en ligne sur la page là, du Collège antique. Vous pouvez le trouver assez facilement. C'est un gros document PDF téléchargeable et c'est libre de droit. Donc, les enseignants ont donné ça à la communauté. Je vous encourage à aller le chercher et à modifier comme vous le souhaitez ce qui est dans ces activités-là. Tu sais, même moi, je ne suis pas une spécialiste de ça, mais on peut ouvrir un document PDF en format Word. Ça change un peu, pas mal la mise en page, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. C'est un cadeau de nos collègues du réseau, des réseaux, en fait, à la communauté, pour que, des fois, juste pour démarrer et pour se sentir légitime d'enseigner certaines choses. Vraiment un guide magnifique. Bon, écoute, Julie,
Merci énormément d'avoir partagé. Bravo. Je sais que tu n'aimes pas ça qu'on te félicite, mais vraiment, tu es vraiment très inspirante, en tout cas pour moi. Merci, Bibiana, pour le format aussi. Ça me fait du bien d'un format comme celui-là, vraiment. Je ne suis pas habituée, mais j'aime ça.